Bonjour, dans cette troisième vidéo, nous allons maintenant comprendre l'intérêt d'avoir des connaissances en écologie et puis comprendre que derrière ces connaissances en écologie, il y a des spécialistes, des scientifiques qui travaillent sur le sujet. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, d'horizons diverses. Donc, l'écologie, en fait, c'est une discipline qui est au final non pas une seule discipline, mais c'est une problématique pluridisciplinaire. Et donc on a besoin d'énormément de monde pour comprendre les grands fonctionnements de notre planète, les grands fonctionnements des écosystèmes, les grands fonctionnements des organismes vivants. Alors peut-on gérer les problématiques environnementales sans connaître ces règles? Donc les règles de l'environnement, elles sont importantes. Est-ce qu'on peut gérer l'environnement sans connaître ces règles? De mon point de vue, eh bien c'est non. C'est non. C'est la seule bonne volonté ne suffit pas. Il faut comprendre ce qui se passe sur la planète. Donc, est-ce que dans notre cadre, une norme comme la 14001 va être suffisante pour se dire que je vais améliorer ma performance environnementale? La réponse encore ici va être non. C'est pas parce que je vais me lancer dans une 14000, c'est pas parce que vous voyez un camion avec marqué 14001 dessus que l'entreprise qui a ce camion a une bonne performance environnementale. Ça ne veut pas dire qu'elle s'améliore d'année en année. Alors si, ça veut dire qu'elle s'améliore d'année en année, mais elle peut partir d'un niveau très bas et puis monter très progressivement. Donc simplement, ce que ça va nous dire, ces normes-là, c'est qu'il y a effectivement des choses qui se font dans l'entreprise dans le cadre de l'environnement. Maintenant, ça ne préjuge pas de la performance environnementale de l'entreprise. Il faut, pour parvenir à avoir des actions concrètes dans nos entreprises, il faut qu'il y ait un engagement de l'entreprise, un engagement de la direction. Et puis, bien sûr, il faut que dans un pays, on ait une réglementation qui permette de mettre en fait des limites particulières, non acceptables, si on les dépasse, des limites pour protéger et puis pour insister, si ce n'est pas de l'incitation, pour obliger chacun d'entre nous à réaliser un certain nombre d'actions en faveur de l'environnement. Donc cette réglementation, elle est fournie. On a beaucoup de textes en France, en Europe, beaucoup de textes qui permettent de travailler sur des problématiques environnementales et puis d'obtenir des résultats. Alors quoi par exemple? On a les ICPE, donc des textes qui permettent de comprendre quelles sont les grandes installations problématiques dans les entreprises par rapport à l'environnement, toute la problématique des entreprises à très haut risque industriel et environnementaux, donc les entreprises qu'on appelle Céveso. On a un code de l'environnement qui contient un certain nombre de règles précises aussi à respecter. On a une charte de l'environnement qui se trouve très très haut dans notre système réglementaire et juridique, puisqu'en fait ça se trouve au même niveau que les droits de l'homme, ça fait partie de la Constitution. Alors bien sûr, en fait, cette réglementation, c'est à un moment donné, c'est simplement l'image en fait de l'acceptation d'une société par rapport à ce qu'elle souhaite faire au final pour protéger notre environnement. Alors, est-ce que c'est une image qui est à T0 ou est-ce que c'est une image qui est un petit peu en retard? Est-ce que au final, la population n'aurait pas envie d'aller plus loin? Mais peut-être aussi que, et c'est le cas pour certaines réglementations, il y a des réglementations qui incitent, qui vont faire que l'on va avancer plus rapidement au final. Mais on va avoir un problème d'inertie ici. Ce problème d'inertie, c'est entre les connaissances scientifiques que l'on a. Ça fait très longtemps qu'on a compris le cycle du carbone et son lien avec la température, qu'on a compris donc l'effet de serre, qu'on a compris cette problématique d'acidification des océans, d'augmentation du niveau des mers, d'érosion de la biodiversité, et puis qu'on a compris que beaucoup de nos activités déclenchaient
avec un effet domino, en cascade, des, des problèmes très importants sur l'environnement. Donc ces connaissances scientifiques, on les a. On les a. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on a déjà des preuves sur plein de choses. Après, il y a ce que l'on connaît et ce que la population connaît. Et donc, il va falloir faire passer ces connaissances scientifiques à la population. Donc, ces connaissances vont être transférées à la population par des gens, par exemple par des enseignants, par des associations, par des mouvements politiques. Donc l'écologue, lui, c'est un scientifique, ce n'est pas lui qui va prendre les décisions. Ceux qui vont prendre les décisions, ils se trouvent ici, ils se trouvent dans la population. Et donc le décalage que l'on peut avoir entre la réglementation et les connaissances scientifiques, eh bien effectivement, il peut être assez important. Et ce décalage va dépendre aussi de l'acceptation qu'aura la population de ces connaissances scientifiques, sachant qu'il y a un certain nombre de freins. Dans la population, il y a un certain nombre de sous-populations qui vont limiter ce transfert de connaissances. Alors, quel genre de population pourrait limiter ce transfert de connaissances? Alors, en fait, on a plusieurs problématiques. On a des croyances qui vont limiter le transfert de connaissances, par exemple l'évolution des espèces. Il faut bien savoir qu'en France, encore plus aux États-Unis, il y a des gens qui sont créationnistes et qui trouvent insupportable l'idée même de l'évolution humaine et l'idée même d'ancrer l'homme dans l'arbre phylogénétique de l'évolution des espèces. Il y a bien entendu le complotisme. Le complotisme, à l'époque du Covid, eh bien malheureusement, on en entend régulièrement parler. Ce sont des gens qui vont refuser la simple existence du Covid, qui seront capables de dire même qu'il n'y a pas de pandémie, donc capables de dire des aberrations scientifiques, mais d'utiliser en fait un verbiage et puis des illogismes qui vont rendre au final à la population, à certaines personnes de la population, qui vont rendre une autre vérité que la vérité scientifique. Mais cette autre réalité n'est pas une vérité, c'est simplement une déformation, une transformation, une utilisation erronée de ce que l'homme connaît et donc des connaissances scientifiques. Donc ce complotisme pose aussi, c'est un vrai frein pour le transfert des connaissances. Et puis il y a le lobbying, la notion par exemple de perturbateur endocrinien qui est si difficile à définir parce que, non pas par les scientifiques, les scientifiques peuvent la définir, l'ont définie depuis assez longtemps, mais qui d'une manière réglementaire va être compliqué à définir parce qu'en fait ça va toucher un certain nombre de, de puissance économique qui ne voit pas d'un bon oeil de lutter, par exemple, contre certaines utilisations de certains produits. Regardez sur le pétrole, on a bien ici toute une problématique qui existe de lobbying, qui limite aussi le transfert des connaissances scientifiques à la population. Or, ces connaissances scientifiques, de mon point de vue, elles sont cruciales pour pouvoir accepter une adaptation de l'homme à ce nouvel environnement qui existe actuellement et que nous avons créé. Et donc, on va faire appel à l'écologue. L'écologue, donc, c'est un scientifique. Son objectif, ça n'est pas de juger. Son objectif, ça n'est pas de prendre des décisions politiques. Son objectif, c'est de comprendre ce qui se passe. Et donc l'écologue, il va par exemple pouvoir nous parler des cycles du carbone. Des cycles du carbone, parce qu'effectivement, il y a deux grands cycles du carbone. Il y a le cycle qu'on appelle le cycle court. Le cycle court du carbone, eh ben, c'est du carbone qui va être capté par des êtres vivants qui sont capables de faire de la photosynthèse. Donc on en a, ici j'ai représenté des arbres, des herbes. On en a aussi dans les océans, par exemple les cyanobactéries qui vont capter du CO2 et qui vont au final avec ce CO2 pouvoir grandir,
pouvoir se multiplier. Et puis, et donc en fait, ces organismes vont être consommés par d'autres organismes, et puis cet ensemble, toute cette biodiversité va respirer et va relarguer du CO2. Et donc c'est ce qu'on appelle le cycle court du carbone. Ça veut dire que c'est du carbone qui a été capté il y a 10 ans, 100 ans, 200 ans, qui a été capté dans l'atmosphère, et puis qui va être relargué. Votre plant de salade que vous avez fait pousser durant l'été, eh bien il a capté du CO2, vous l'avez mangé, et vous avez relargué ce CO2, et donc vous voyez là vous avez un cycle de quelques semaines au final entre l'absorption et le relargage. Et puis il y a les cycles qu'on appelle les cycles longs. Cycle long du carbone. Cycle long du carbone, eh bien vous avez des choses extrêmement naturelles, comme par exemple le volcanisme. Et puis vous avez des choses un petit peu moins naturelles que j'ai évoquées en dessous. C'est ce qu'on appelle l'or noir, le pétrole, euh, toutes les énergies fossiles donc, qui se retrouvent ici, dont le gaz naturel, qui est effectivement naturel parce qu'il a été créé naturellement, mais ça ne veut pas dire que utiliser du gaz naturel, c'est une bonne chose pour l'environnement. En fait, ici, vous avez du carbone qui est enfoui depuis des millions d'années sous terre, et puis on va mimer, nous, lorsqu'on utilise du pétrole, du gaz naturel, pour nous chauffer, pour nous déplacer, eh bien on va mimer en fait des phénomènes de volcanisme, et on va rejeter dans l'atmosphère du CO2. Et ce CO2, eh bien, vous allez me dire que c'est la même molécule que celui d'en face, vous avez tout à fait raison. Sauf que ce CO2-là, en fait, normalement, il ne devait pas se retrouver dans notre atmosphère aussi rapidement. Et donc, c'est toute la problématique de cycle court du carbone et de cycle long du carbone. Avec cette explication, normalement, vous êtes capable de comprendre la différence entre j'utilise du bois pour me chauffer et donc je libère du CO2, mais c'est du CO2 cycle court. J'utilise du gaz naturel pour me chauffer et donc je libère du CO2, mais là c'est du CO2 cycle long. Et donc, si on utilise du CO2 cycle long, eh bien on va augmenter la quantité de CO2 dans l'atmosphère, puisque c'est du CO2 qui n'a pas été capté il y a peu de temps dans l'atmosphère, mais c'est du CO2 qui se trouvait dans les sols. Et donc, je vais avoir une augmentation de température. Et cette augmentation de température, ça va entraîner ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors, l'effet de serre, c'est quoi ? Vous avez une flèche jaune qui représente les rayons du soleil qui vont venir irradier la Terre. Donc les océans, les sols vont capter une partie de cette énergie et vont relarguer, flèche rouge, cette énergie sous la forme d'infrarouge en fait. Donc ici, on a des infrarouges. Puis toutes les petites molécules que j'ai représentées autour de la Terre, eh bien, ce sont des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre ont une particularité, c'est qu'ils vont au final réfléchir et capter une partie des infrarouges. Et donc la flèche violette, c'est une partie d'infrarouges qui vont être renvoyées vers notre planète et qui vont au final réchauffer cette planète. Donc si j'ai plus d'énergie entrante que d'énergie sortant de notre planète, forcément que j'ai un réchauffement. Dernière chose sur l'effet de serre, l'effet de serre, c'est absolument nécessaire. Un effet de serre, vous voyez, avec l'effet de serre, notre planète, elle est à 15 degrés en moyenne. 15 degrés en moyenne sur toute la planète. Donc la vie est possible. Sans, on est à moins 19 degrés. Et le gros problème, c'est vers où on va. On discutera de la suite de cette écologie dans une dernière vidéo. À très bientôt.